Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Que dire encore du coronavirus, de sa présence au Sénégal? L'épidémie continue de faire des victimes, plus de 80 morts déjà ce week-end. Et c'est le moment choisi par les autorités pour rouvrir les écoles après avoir autorisé la réouverture des lieux de culte et la reprise des transports interurbains. Bonjour El Hadj Ahmadou Kassé. Bonjour, Baroka. Le concept, apparemment, le concept apprenons à vivre avec le virus, concept prôné par Macky Sall, il s'avère finalement fatal. Je crois plutôt que c'est votre conclusion qui est tout à fait hâtive et abusive, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que si vous réécoutez attentivement et sans œillère le discours du 11 mai du président de la République, il s'est agi plutôt de tenir pleinement compte de la réalité de notre pays, de tenir compte pleinement de l'évolution de la maladie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que voilà une maladie que nous ne connaissons pas. Personne, je dis bien personne au monde, ne peut dire avec certitude qu'il a une maîtrise parfaite de cette maladie et de son origine, de son évolution, de ses modes de développement ou de déploiement ou de transmission. Alors, mais nous avons connu traverser 2 à 2 mois et demi. Il fallait tirer des leçons de l'expérience. L'expérience a montré qu'il a bien fallu les mesures restrictives des libertés que nous avions prises pour atténuer la progression de la maladie. C'est un fait. Si jamais il n'y avait pas ces mesures, on serait aujourd'hui, peut-être, je ne le souhaite pas, à des dizaines de milliers de personnes contaminées et certainement à des centaines de morts. Donc heureusement que nous avons très tôt pris des mesures de restriction des libertés, au sens positif du terme. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la tendance globale dans le monde est à la reprise de la normalité, c'est-à-dire de la vie économique, sociale et culturelle. Ce n'est pas la même échelle pour tout le monde. Je dirais même que si vous comparez au reste de l'Afrique, nous sommes dans des proportions tout à fait, je ne dis pas raisonnables, mais tout à fait, je veux dire, conformes aux performances que nous avons au plan de l'encadrement de l'information sur le Covid. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas une seule personne qui ne connaisse les mesures barrières ou ce qu'on appelle les mesures barrières. Le Sénégal, dans l'espace CEDEAO, est le 4e pays le plus infecté. Oui, c'est tout à fait relatif. Mais nous avons combien de morts, combien de décès par rapport au reste de l'Afrique à la CEDEAO? Parce qu'il ne faut pas oublier que la CEDEAO, c'est 15 pays. Et donc dire que nous sommes 4e pays le plus infecté, je ne crois pas que ce soit aussi tragique qu'on veuille le faire croire ou qu'on veuille le présenter. Alors, tout compte fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il s'est agi de reprendre une vie, je ne dirais pas normale, mais quand même de reprendre la vie économique du pays. On ne pouvait pas.
Je vais vous donner un exemple précis. J'ai entendu quelqu'un dire que c'était très intéressant pendant la période du confinement parce qu'il roulait dans les rues, il n'y avait pas d'embouteillage, l'air était pur, etc., etc. Mais il se trouve que cette personne, elle a les moyens de remplir son garde-manger pendant peut-être un an. Il a les moyens de se déplacer et c'est tout à fait convenable de se déplacer. Il n'y a pas d'embouteillage, on respire l'air libre, il n'y a pas de bousculade dans les commerces. Et donc c'est tout à fait convenable pour le petit bourgeois urbain que je suis, ou le petit bourgeois urbain qu'est Babacar Fall. Mais les 99% du pays n'étaient pas dans les mêmes dispositions. Quel que soit l'effort de l'État du Sénégal d'appuyer du point de vue alimentaire ou même financier les populations, vous serez entièrement d'accord avec moi qu'il y a des limites. C'est-à-dire que notre capacité financière n'est pas infinie. Même dans les pays les plus développés, l'effort de confinement a rencontré ce qu'on peut appeler un principe de réalité. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller au-delà sous peine de voir l'économie s'effondrer complètement. Ici, nous avons plus de 70% de notre population qui vit de l'informel. Et dans ces 70%, au moins 90% vivent au jour le jour. Vivent au jour le jour plutôt. On ne peut pas demander quand même que ces gens restent chez eux ad aeternam jusqu'à ce que le virus disparaisse complètement. Parce que personne n'est sûr quand est-ce que le virus va s'arrêter. Personne n'est sûr. La preuve, c'est qu'il y a le pays d'origine de ce virus-là connaît aujourd'hui un nouveau foyer de contamination dans sa capitale, une nouvelle vague. Et donc, la Chine. La Chine, oui. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre quand le président disait « apprenons à vivre en présence du virus ». Parce qu'il est là. C'est un peu comme le sida. Vous savez, au début des années 80, c'était une maladie à la fois sournoise. C'est cette phrase-là peut-être qui Elle est très correcte, cette phrase. Apprenons à vivre en présence. D'autres ont dit préférer, apprenons à éviter le virus. Mais vous savez, quand on est dans l'action, on doit éviter les effets rhétoriques. C'est-à-dire le verbe. Cette phrase du président de la République et l'allègement qu'il a décidé des mesures qui étaient prises pour la riposte sanitaire ont sans doute poussé la population aussi à baisser la garde. Non. Vous ne faites pas de relation Non. Il ne faut pas... vous savez, j'aime bien dans notre pays quand, sans analyse, sans données objectives, on se met dans des conclusions. Je ne crois pas que ce soit ça. Ça n'a strictement rien à voir. Vous savez, dans des situations de ce genre, il arrive des moments où les populations qui ont subi des restrictions de liberté et qui l'ont accepté, elles en arrivent à un moment de saturation. Et ça, c'est un phénomène tout à fait humain et universel. Ce n'est pas propre au Sénégal. Vous allez aujourd'hui au Burkina Faso, c'est exactement la même chose. Vous allez dans un pays comme la France qui était très touché, c'est exactement la même chose. Vous allez dans un pays comme le Mali, c'est exactement la même chose. Et donc, sauf dans certains pays où ce sont des pouvoirs de fer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Le pouvoir central dit tout le monde porte le masque, il n'y a pas de débat. Or, dans notre pays, nous sommes en train tous les jours de débattre. Nous avons un modèle démocratique du verbe, de la controverse, de la dispute, et souvent d'une dispute tout à fait inutile. Bref, mais toujours est-il que ce que nous observons au Sénégal, ce relâchement, je dis oui, il y a le relâchement. C'est tout à fait regrettable, mais on ne fait pas exception, pas du tout, on ne fait pas exception. Et il s'agit à un moment ou à un autre de faire le choix
et nous avons fait le choix d'assouplir les mesures restrictives, la maladie n'en a pas moins augmenté. Hein. Attention, si on se fie aux statistiques, c'est-à-dire nous avons toujours une tendance entre quelquefois 7%, le maximum aujourd'hui 11% à peu près, ok, parce que sur 1200 et quelques tests, nous avons 144, voilà, 144 contaminations, ainsi de suite. Donc du point de vue statistique, la maladie n'a pas du tout augmenté. Et je vais vous citer une source précise. Le bureau de prospective économique de notre ami Moubaraglo a fait une étude très minutieuse. C'est ce que j'appelle des données. C'est-à-dire des chiffres, des données objectives qui renseignent sur l'évolution de la maladie. Et quand on dispose de ces données-là, on est à l'abri des généralisations et des conclusions hâtives. Parce que ce sont ces données critiques qui peuvent être la source d'une bonne information. Je pense que donc, le discours aujourd'hui qui convient, ce n'est pas une dispute sur les termes, sur la rhétorique. Pour les chiffres que vous évoquez, bien avant le dernier discours de Macky Sall qui assouplit ces mesures-là, on était déjà à plus de 1000 tests jour avec un nombre moins important d'infections. Attention. Non, attention. C'est vous peut-être. Il faut bien relire en ce moment vos chiffres. Nous sommes dans la même moyenne exactement. Nous sommes dans la même moyenne. Et vous faites quoi du nombre de décès? Oui, bien. Ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui, mais oui. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, le plus souvent, vous avez des cas de contamination avec des personnes qui développent des morbidités fatales. Ça, c'est une première explication d'après les spécialistes. La deuxième explication, c'est que, avec la stigmatisation, vous avez des malades qui viennent au dernier moment, quand il est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Donc voilà un tout petit peu l'explication de tout ça. Mais le corps médical, les personnels soignants font le maximum des efforts surhumains pour sauver les Sénégalais. Vous conviendrez avec moi que c'est un personnel de santé aussi bien du point de vue de l'encadrement que du point de vue des personnels techniques opérationnels. Il y a un engagement extraordinaire. Et quand on lit les témoignages de ces gens, leurs conditions de travail, il convient plutôt de les féliciter. Et se dire que ni c'était cet engagement-là, le nombre de morts aujourd'hui serait tout simplement tragique, catastrophique. Et donc, le bon discours aujourd'hui, à mon avis, et ça, je pense que les médias jouent le rôle en ce sens, les autorités jouent le rôle en ce sens, au niveau des communautés de plus en plus, les gens s'y engagent. Le bon discours, c'est d'amener les Sénégalais à être beaucoup plus attentifs à ce que cette maladie, elle existe réellement. Parce qu'il y a un déni de réalité. Vous avez beaucoup de gens qui vous disent, de toutes les façons, c'est de la politique. Jamais vu. Mais comment le monde entier, tous les pays du monde peuvent se réveiller et faire de la politique à propos d'une maladie qui n'existerait pas. Donc ça, c'est un discours qu'il faut combattre. Est-ce que vous avez une explication vous êtes un philosophe de formation, l'HKC, ce déni-là de... Non, le déni de réalité, il est en général inspiré par la peur. Il peut être inspiré par l'ignorance. Il peut être inspiré également par un sentiment tout simplement égoïste et narcissique qui consiste à penser que nous sommes protégés et que le malheur ne peut arriver qu'aux autres. Vous savez, quand il y avait le sida au début... Quels sont les éléments sur lesquels le Sénégalais se reposerait pour se faire ce déni-là de réalité? Non, ce n'est pas tout le monde qui fait ce déni de réalité. Bien sûr.
Aujourd'hui, par exemple, le port du masque devient de plus en plus critique. Parce que quand même, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes en temps de chaleur, que la plupart des masques que nous voyons sont en tissu. Et donc, il y a l'effet de la chaleur. Il y a beaucoup de gens qui sont asthmatiques ou qui sont régulièrement enrhumés, qui ont de la sinusite, qui ont de la rhinite, etc. Et que le masque, n'est-ce pas, gêne très sérieusement. Et nous sommes dans une période de pic de la chaleur, au mois de juin, juillet, août. Donc il ne faut pas s'étonner que le port du masque soit de plus en plus très critique. Même si par ailleurs, nous devons poursuivre le discours de sensibilisation et d'information pour que les citoyens sénégalais continuent à porter le masque. Parce que le masque, le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distance physique de 1 mètre au moins, sont les gestes barrières qui peuvent contribuer à stopper la chaîne de contamination, à la casser. Et ça, je pense que c'est un discours sur lequel nous devons pas faire de concessions, qu'il faut marteler tous les jours, d'autant plus que, comme je disais, personne au Sénégal ne peut affirmer qu'il n'a pas l'information. Jusqu'au village le plus reculé. Moi je viens d'une zone qui n'était pas du tout touchée, qui est touchée il y a peut-être 2 semaines. Au sein, la zone de Matam. Mais pourtant, les gens, ils portaient des masques, ils respectaient tous les gestes barrières, y compris le lavage des mains, y compris la distance physique. Donc tout le monde est au courant, mais il y a ce qu'on appelle la redondance. Il faut continuer à marteler ce discours. Et à mon avis, un des meilleurs moyens est d'utiliser, à mon avis, les sociologues, les socio-anthropologues, qui ont les méthodes, les outils pour identifier les résistances, identifier les réticences des uns et des autres à porter, par exemple, le masque, ou bien à procéder à la distance physique, ou alors à utiliser, à se laver les mains, ou à utiliser le gel hydroalcoolique. Eux, ils peuvent identifier exactement, dans les formes de conscience, dans le discours, n'est-ce pas, dans les comportements, qu'est-ce qui fait justement que dans tel ou tel quartier, les gens, ils ne portent pas de masque, ou ils sont dans le déni de réalité. Ça, c'est il y en a qui ont pointé, qui ont épinglé la communication des dirigeants sénégalais qui a fait défaut et qui a provoqué ce comportement assez répandu de ne pas respecter les gestes barrières. Bon, non, là également, je pense que nous devons, Babacar, être très, 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 très prudents. Vous savez, moi, je considère que la première grande erreur dans une analyse ou dans une tentative d'analyse, c'est de se fier à sa propre opinion ou c'est de tirer des conclusions de quelque chose à propos de quelque chose qu'on n'a pas abordé dans le fond. Mais depuis le début de cette crise-là, il y a eu un moment, vous ne rencontrez jamais quelqu'un sans un masque à Dakar. Au début, c'est vrai, pendant 2 semaines au moins, voir le masque, c'était une exception. Moi, je parcourais plein de quartiers, j'étais étonné que les gens ne portent pas de masque. Mais après, ça s'est généralisé très rapidement. C'est quand on l'a rendu obligatoire dans les transports publics et dans les lieux publics. Mais tout le monde a porté le masque. Et les gels hydroalcooliques en arrivaient même à manquer sur le marché. Et donc, je pense que les gens, et pourtant, les autorités du ministère de la Santé, notamment, communiquaient exactement de la même manière. Donc, en réalité, aujourd'hui, il faut chercher les facteurs qui font qu'il y a eu un relâchement. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, pour en revenir très rapidement au déni de réalité, il faut aussi
Moi, j'ai discuté avec des amis sociologues, anthropologues et consorts qui ont relevé qu'il y a une partie des gens qui vous disent, de toutes les façons, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui retire la vie. Et il faut toujours mourir de quelque chose. Ça également, c'est une forme de conscience qui induit des comportements face à la maladie. C'est-à-dire, dès lors qu'on est absolument sûr qu'on peut mourir tout de suite ou demain, on se dit, mais à quoi bon les gestes barrières, etc. C'est comme ce qu'on pourrait appeler l'anarcho-VIH au début des années 80. Il y a des gens qui disaient, mais de toutes les façons, il faut mourir de quelque chose. Tôt ou tard, on va mourir et donc on ne va pas se préserver, on ne va pas utiliser les gestes barrières pour éviter le VIH-Sida. C'est exactement la même chose. C'est toujours cette réaction, malheureusement, qui relève de plusieurs facteurs sur lesquels on a esquissé tout à l'heure. Et donc, pour moi, il ne s'agit pas d'un discours ou bien d'une communication, à laquelle d'ailleurs on donne un pouvoir magique. La communication n'a pas de pouvoir magique. La communication, elle est adossée à quelque chose de précis. Et cette chose précise, c'est ce qu'on appelle, en théorie des organisations, la liberté des acteurs. Vous savez, Babacar, brûler le feu rouge est interdit. Et pourtant, il arrive que des gens le fassent. Ils savent qu'ils vont payer leur acte, leur liberté, mais quand même, ils le font. Et là également, la personne peut savoir exactement qu'elle court le risque d'une contamination, mais du point de vue, là bon, on est peut-être dans des considérations plus ou moins abstraites, mais ça peut le conduire exactement à avoir le comportement contraire à la norme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le président de la République et ses équipes analysent les derniers chiffres sur le coronavirus, ce nombre de décès qui augmente, le nombre de contaminations, idem, pour prendre d'autres décisions, revenir à un durcissement des mesures, par exemple? Bon, moi, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas, le président est entouré par des experts, des spécialistes. C'est des médecins, c'est des chercheurs, c'est des sociologues, c'est des anthropologues, etc. Ils feront certainement Ça ne mérite pas analyse. L'analyse de... Si, vous savez, à toutes les étapes, il y a eu des analyses. À toutes les étapes, il y a eu des analyses et des mesures de rectification ou de reprécision des objectifs. Il y en a toujours eu depuis le début. Le président tient des réunions systématiquement avec ses conseillers en la matière. Et c'est ça, ce sont ces réunions, ces interactions qui inspirent les décisions qu'il prend. Et donc, si demain, la situation exige que telle décision ou telle autre décision soit prise pour l'intérêt des populations sénégalaises, c'est absolument sûr qu'elle va être prise. Mais en attendant, je pense, j'en reviens. Vous aviez donné l'exemple de la Chine tout à l'heure, oui, qui justement a décidé de refermer ses écoles avec cette nouvelle vague de contamination qu'elle est en train de connaître. Oui, mais pas toutes les écoles chinoises. C'est une partie, n'est-ce pas, du territoire chinois, notamment autour de Pékin, etc., où les écoles vont être fermées. Mais bref, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on évite le discours réactif ou le discours protestataire. Ce qui importe, c'est de dire comment nous pouvons justement interrompre la chaîne de transmission. Est-ce que pour ça, il faut retourner à l'école jeudi prochain, 25 juin? Si le ministère de l'Éducation nationale, qui est délégataire d'une partie des pouvoirs du président de la République, procède à une analyse sereine de la situation et conclut que nous pouvons reprendre le 25, je ne vois pas pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, au nom de quoi je lui contesterai quelque légitimité ou maîtrise de la situation. Non, on va voir, à l'épreuve. Toutefois,
On sent on sent un forcing à rouvrir les écoles, Bon, à reprendre moi, partiellement les cours. moi, comme je n'ai pas des données qui me conduisent à dire qu'il y a eu du forcing, je suis prudent là-dessus. Mais ce que On n'attend pas j'exige, ça de vous. ce que j'exige, ce que j'exige, c'est que mes enfants repartent à l'école dans les meilleures conditions. Ce que j'exige, c'est que les écoles soient dotées de moyens pour garantir un maximum de sécurité aux élèves. C'est-à-dire Vous convenez avec nous oui. que les conditions, elles sont très improbables à l'heure où nous parlons. Donnez-moi à moins que vous me donniez des informations très précises et non générales. Moi, ce que je sais. L'indicateur principal, ce sont les informations que le ministère de la Santé donne tous les jours sur l'état de la maladie au Sénégal. Non, 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 non. Moi, je parle des dispositions prises par le ministère. Ça fait partie, LHKC. Non, mais attends, ça fait partie. Pour le dispositif devant les écoles, le dispositif, c'est quoi? Sur la reprise ratée du 2 juin, on avait déjà... Je pense qu'il a dû tirer les leçons de cette expérience d'ouverture avortée des classes le 2 juin dernier, et que des dispositions ont été prises à la lumière de l'expérience que nous avons vécue. C'est pourquoi j'ai dit l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que toutes les dispositions soient prises pour la sécurité des élèves, pour la protection des élèves. C'est ça. Et ça, c'est là, encore une fois, la question des gestes barrières. Et quand le ministère de l'Éducation nationale dit qu'il y aura 20 élèves dans la classe, une distance au moins d'1 mètre, que devant les écoles, il va y avoir, comment ça s'appelle, le lavage des mains, un dispositif de lavage des mains, etc., etc. Donc, en somme, tous les gestes barrières reproduits à l'école pour protéger au maximum les élèves, je dis bravo. Maintenant, on va voir à l'expérience. Par ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Même le fait de venir ici dans ce studio comporte un risque. Peut-être un risque qu'on peut calculer, mais quand même un risque. On a pris toutes les mesures ici. Non. Avouez le risque. Quand je dis le risque, je peux, en franchissant cette porte, tomber, le bras cassé. Avant de venir ici, on vous a soumis à tous les tout le protocole indiqué. Non, ça c'est vrai. On a fait le flash. On a pris toutes les dispositions, c'est vrai. Mais je veux dire, malgré tout, on peut prendre toutes les dispositions du monde. Pour autant, il n'y a pas de risque zéro. Mais tout l'art ou toute la stratégie consiste à circonscrire le risque, à le réduire au minimum pour justement que les ravages ne soient pas importants. C'est ça qu'on peut exiger du ministère de l'Éducation nationale. Ayons envers les dispositions prises un bon présage. Et puis voyons, accompagnons le processus, faisons en sorte que nos enfants qui retournent à l'école soient bien informés, davantage informés, mieux informés, pour respecter rigoureusement les gestes barrières. Je pense qu'aussi, tout cela entre dans le cadre d'une stratégie qui consiste à sauver une année, à sauver une génération, celle-là qui doit retourner à l'école, mais également leurs cadets qui doivent venir l'année prochaine s'inscrire en classe supérieure. Donc c'est extrêmement important que nous tous, citoyens, au niveau des parents d'élèves, au niveau des enseignants, au niveau des journalistes, au niveau des communautés comme les maires, etc., il est important que nous accompagnions ce processus pour en faire une réussite. Et qu'aucun Sénégalais ne soit rivé ou n'ait pas l'oreille rivée au but de fond d'un échec quelconque. Voilà. Il y a à redire sur la gestion de cette crise
par quand même le président de la République et toutes les entités de l'État impliquées. Cette distribution de l'aide alimentaire d'urgence et ces couacs sur 500 et des poussières de communes du Sénégal, seule une centaine et quelques ont reçu correctement les kits au complet pour une opération qui était appelée aide alimentaire d'urgence. Oui, vous savez, Babacar, lorsqu'on sait que nous sommes dans une situation exceptionnelle par son surgissement, pas une crise latente qui est montée en puissance. Cette crise-là, elle est venue subitement. Et elle était inattendue. Il n'y a aucune tendance lourde ou aucun scénario tendanciel qui présageait l'avènement de cette crise-là. Il n'y en a pas. Donc elle a été brusque. Elle a été très violente. Elle s'est imposée au monde entier en un temps record. En quelques semaines, le monde entier était contaminé. Premièrement. Deuxièmement, nous n'avons jamais eu une expérience de ce genre dans l'histoire des épidémies. Parce qu'avant, c'était localisé, ça mettait un temps fou pour se développer dans d'autres pays, d'autres continents, etc. Mais cette fois-ci, ça a été subite, très rapide, une vitesse mais supersonique. Et ça nous a donc surpris. Et c'est pourquoi toutes les mesures qui ont été prises dans une situation d'urgence extrême. De ce point de vue, on peut être indulgent par rapport à l'expérience de transport de vivres dans tous les coins du pays. Moi, je suis très indulgent sur ce plan. Pour autant, j'exige, parce que le président a mis en place tous les moyens en un temps record. Donc, on ne peut pas lui exiger une obligation de moyens, parce que c'est déjà fait. Mais il y a une obligation de résultat qui incombe à ceux qui sont chargés de distribuer ces moyens-là, afin que les résultats atteignent effectivement les populations. Donc ce que je dois exiger, ce que toi tu dois exiger, ce que les Sénégalais doivent exiger, c'est que malgré le peu d'expérience que nous avions en la matière, que ceux qui sont chargés de l'acheminement de ces vivres fassent immédiatement les performances qui leur ont été demandées. Mais je pense que il y a la volonté, je suis la situation, il y a beaucoup de volonté pour ça, mais il y a également énormément de difficultés que nous devons vaincre très rapidement. LH Kassé, l'invité du grand jury, ministre conseiller du président de la République, conseiller en culture d'ailleurs, Yes. justement pour l'assistance aux acteurs culturels. Dans le secteur, on se déchire sur l'enveloppe de 3 milliards décidée par le président de la République pour soutenir le monde culturel. Vous êtes intéressé à ça? Bon, vous savez, moi, quand je suis conseiller du président dans un secteur, j'évite d'en parler. Si vous avez bien remarqué, pendant tout le temps que j'étais chargé de communication, j'ai systématiquement évité de parler de communication dans les médias. Aujourd'hui aussi, je n'en parle pas. Alors, mais de façon générale, vous avez le devoir de nous parler de conseiller culturel du président. Non, je ne vais pas me deviner. De façon générale, j'en reviens à l'obligation de moyens. Le président a mis en place les moyens. Sur les 1000 milliards du programme de résilience économique et sociale, Covid-19, il y a une partie qui est affectée au secteur des arts et de la culture. J'avoue que il est extrêmement difficile, même avec 1000 milliards, de satisfaire ce secteur-là. Pourquoi? Parce que c'est des millions d'acteurs.
Ça veut dire que l'enveloppe de 3 milliards, elle est dérisoire. Mais non, c'est que ce programme d'urgence n'est pas destiné à régler des problèmes. Non, non, non. C'est juste de l'appui. C'est juste comme de la même manière qu'on a, je crois, octroyé à la presse 1 milliard 300 ou 400, etc. Là, c'est juste un appui. C'est pas pour régler les problèmes des artistes, des hommes et femmes de culture. Parce que même c'est un secteur extrêmement complexe. Vous avez le livre, vous avez le théâtre, vous avez le rire, vous avez la danse, vous avez la musique. Et dans un groupe de musique, vous avez les instrumentistes, vous avez voilà, les chanteurs, vous avez, etc., etc. Donc c'est extrêmement difficile. Sans compter maintenant que c'est un secteur diffus. Vous allez chez moi à Matam, il y a des jeunes artistes qui vivent de ça et qui sont tous les jours au niveau du centre culturel régional ou départemental pour jouer de petits concerts où ils peuvent avoir 20 000, 30 000 par concert. Mais tous ces gens sont concernés. Donc c'est un secteur extrêmement complexe et je pense que il y a des clés de répartition entre les différents sous-secteurs de la culture et des arts. Espérons que les gens auront la bonne compréhension que cette somme-là n'est pas pour résoudre les problèmes d'une corporation à l'intérieur du secteur, mais c'est juste pour appuyer en situation d'urgence. Voilà. Et justement, mettre en œuvre le principe de solidarité nationale, n'est-ce pas, qui consiste à faire en sorte que toute la population du Sénégal ait accès à ces ressources-là d'appui. Voilà. Ouais. On convoque à nouveau LHKC aux qualités de philosophe, matière dans laquelle vous avez obtenu des diplômes importants, les plus importants de votre carrière, de votre cursus. Peut-être la société sénégalaise à l'épreuve du coronavirus, le mot stigmatisation qu'on a beaucoup utilisé pendant cette crise, stigmatisation dont sont victimes les personnes contaminées et leurs proches. Comment, comment Oui, l'expliquer? en fait, je ne sais pas si je peux l'expliquer, mais la stigmatisation relève d'une situation particulière où celui qui est malade devient l'autre. L'autre, c'est-à-dire, il y a le développement de ce qu'on appelle une altérité. Et cette altérité radicale découle simplement du fait que un besoin ou un désir ou une obsession même de protection de soi se développe en ces instants. Et qui fait que tout ce qui n'est pas moi est forcément suspect, a fortiori celui qui a été déclaré malade et qui peut me contaminer. Cet autre-là, cette altérité, développe la méfiance, y compris à l'intérieur d'une famille. Surtout que les gestes barrières aujourd'hui nous imposent quelque chose que nous n'avons jamais connu. Nous, on a la culture de, de la main tendue. On se serre la main, et même plusieurs fois dans la journée. On se dit des mots à travers ce geste qui consiste à serrer la main de l'autre. C'est tout un message, Est-ce que c'est ce toute une n'est pas, communication. est-ce que ce n'est pas plus profond que cela? Pour donner l'exemple de cette affaire George Floyd, cette affaire de racisme qui a secoué toute la planète, partie des États-Unis, ce noir américain étouffé par un policier blanc à l'aide de son genou. Beaucoup de Sénégalais se sont dit je suis George Floyd. En même temps, fondamentalement, et depuis que cette société existe, elle exerce de la discrimination. On a un système de caste. On se regarde, les uns regardent les autres d'en haut. On est une société Oui, bizarre. non, je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire résulte de notre réalité
socio-culturelle de notre univers. Elle est discriminatoire. Non, oui. On ne peut pas non, le nier. Non, je suis d'accord. Mais je veux dire, pour autant, ce n'est pas cela qui est à l'origine de la stigmatisation. Oh non, pas du tout, ça pas dire. Voilà, c'est ça. De toutes les façons, le phénomène de l'altérité est un phénomène universel. Aux États-Unis, le racisme est une donnée au quotidien. Le problème avec George Floyd, c'est la manière dont il a été proprement liquidé. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui dit pendant 8 minutes et quelques secondes, je ne peux pas respirer, mais qui n'arrive pas à se défaire du genou d'un policier manifestement décidé à en finir. C'est ça. C'est cela qui a donné cette tonalité, cette résonance mondiale à l'affaire George Floyd. Mais le racisme, c'est une donnée fondamentale et au quotidien aux États-Unis. Il y a chaque jour des morts. Il y a chaque jour des Noirs qui meurent. Tous les jours. Même pendant qu'on était en plein dans l'affaire George Floyd. Il y a une autre affaire. Il y a eu des meurtres. Et donc, pour en revenir à notre société, c'est vrai que la société sénégalaise, elle connaît le phénomène. Et puis, c'est même le mot caste n'est pas approprié. Parce qu'on l'a pris de l'Inde. C'est en Inde où il y a des castes. C'est-à-dire des impurs, des intouchables, ok, et des nobles, voilà. Ici, nous avons connu des sociétés, plutôt des catégories socio-professionnelles, certes hiérarchisées, mais plus orientées vers des métiers dans la société. Et bon, ça induit évidemment des préjugés, ça induit un regard très souvent très lourd de complexe de supériorité ou d'infériorité. Mais ce n'est pas cela qui est déterminant dans le contexte actuel du Covid, où c'est une altérité née d'une maladie inconnue. On ne fait pas le lien avec la stigmatisation, mais c'est pour dire qu'on a des prédispositions à vouloir rejeter l'autre, à ne pas se solidariser à des moments précis de notre existence. Non, ça... hériter de notre culture de la discrimination, justement, via ces catégories socio-professionnelles que vous décrivez. Il y a, je ne dirais pas de la discrimination, parce que quand vous dites discrimination, ça veut dire qu'il y a des limites imposées à l'accès à l'objet d'un désir, en termes rigoureux. Par exemple, aux États-Unis, jusqu'à une certaine période, les Noirs ne pouvaient pas monter dans certains bus. Ils ne pouvaient pas, en Afrique du Sud, par exemple, où il y avait l'apartheid. C'est les scénarios qu'on retrouve jusqu'à présent. Vous êtes du Fouta, vous êtes du nord du Sénégal. Entre le Waalo et le Fouta, on remarque ces modes de vie dans nos sociétés là-bas. Tout à fait, tout à fait. Mais, et pourtant, depuis une semaine, je me suis remis à la lecture des ouvrages de Amadou Hampâté-Bâ, mais qui montrent clairement qu'il y avait beaucoup d'harmonie entre ces différentes catégories socio-professionnelles. Et même un principe de solidarité. Mais il faut dire que par des mutations qui seraient longues à exposer ici, cette organisation de la société a été quelque peu dénaturée, elle a été détournée de sa véritable signification pour justement, dans une société qui se dit, entre guillemets, moderne, développer des survivances aujourd'hui encore complètement surannées. Ça, on est entièrement d'accord, c'est un fait de société, mais il est évident que dans 2, 3, 4 ou 5 générations, c'est des phénomènes qui vont être complètement atténués. Alors, on a beaucoup parlé de vos qualités de philosophe, mais
On le rappelle, vous êtes ancien journaliste, vous avez même dirigé le quotidien Le Soleil, le quotidien gouvernemental. L'affaire Chéri Rimsek, qui a fait la une cette semaine, journaliste propriétaire du blog Yerim Post, gardé à vue pendant quelques jours avant d'être relâché, mais mis sous contrôle judiciaire après avoir été inculpé pour avoir évoqué l'enquête de la gendarmerie auprès de la famille Farez, une affaire d'évasion fiscale. Pour Chéri Rimsek, les sommes extirpées par la gendarmerie dépasseraient de loin ce qui a été officiellement établi et annoncé. Cette affaire-là, en 10 secondes, vous en dites quoi? Bon, qu'est-ce que j'en dis? J'en dis ce que tout professionnel dirait, ou alors tout spécialiste des médias, de la presse dirait. Vous savez, j'avais fait un petit bouquin qui s'intitulait Misère de la presse. Alors, dans ce bouquin, je disais que la dignité d'un journaliste n'est pas supérieure à la dignité de n'importe quel citoyen. De la même manière que la liberté du journaliste n'est pas supérieure à la liberté de n'importe quel citoyen. On est toujours ému, et c'est regrettable qu'un journaliste aille devant la justice. On est toujours ému, et ce n'est pas souhaitable. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion du président de la République, Macky Sall, a décidé de dépénaliser les délits de presse dans le cadre d'un nouveau code de la presse. Il faut s'en féliciter. Maintenant, processus pas terminé. Oui, les décrets d'application. C'est ça. Il faut souhaiter que ça aille très vite, parce que ça va régler énormément de choses, parce que ça va apporter des solutions à des problèmes qui sont là, qui sont réels. Alors, maintenant, je pense que nous les journalistes, ou vous les journalistes, la société vous demande un certain seuil de responsabilité. Parce que la presse est un bastion extrêmement important de la liberté. Mais toute liberté qui n'est pas encadrée par la responsabilité peut dériver en une sorte de licence. Or, la liberté ne veut pas dire la licence, ne veut pas dire faire ce qu'on veut ou dire ce qu'on veut. Maintenant, il est tout à fait clair que, même avec le nouveau code de la presse, si Babacar, en tant que journaliste, vous affirmez quelque chose par rapport à l'État, par rapport à un autre citoyen, dans une affaire privée, vous êtes obligé d'en apporter la preuve. On ne vous demande pas de dénoncer votre source. Parce que votre source peut vous donner un document qui prouve ce que vous dites, qui apporte des preuves concrètes à ce que vous dites. En termes clairs, les journalistes doivent exiger de leurs sources un minimum de preuves. C'est ça. Il y a un seuil de rigueur, parce qu'une source n'a jamais été neutre. Une source n'a jamais été neutre. Une source qui appelle Babacar Fall pour lui donner une information a toujours une attente en retour. Et c'est pourquoi, dans la les risques de manipulation. Oui. Dans le rapport entre la source et le journaliste, il y a toujours un rapport de manipulation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans les pratiques et les traditions anglo-saxonnes du journalisme, on parle de triangulation de l'information. Mais la triangulation de l'information, elle est fondée en procédure sur la saisie de preuves, n'est-ce pas, indépendamment des trois sources que nous avons. Parce que la preuve, dès lors qu'elle est sérieuse, elle est rigoureuse, elle se soustrait à l'influence subjective, affective, etc., des trois sources, n'est-ce pas, de l'information.
C'est sur ce note que se termine cette émission. Et là, HKC, merci d'être passé devant le grand jury. Je rappelle, vous êtes ministre conseiller du président de la République en culture. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Les programmes continuent. À dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury. Merci aux équipes techniques Abdou, Khadim, Malang, Racine et Magui. Bonne fin de semaine. Mi te kan hamrayitin